aller loin comme ça? Encore assez, oui. Nous allons en Suisse. Je ne vais pas jusque-là, mais je peux vous le rapprocher. Avec plaisir, merci. Alors montez. Vous êtes en vacances, probablement. Oui, nous en profitons pour aller visiter la Suisse. Bonne idée, c'est un joli pays. Et notre région, comment la trouvez-vous? Magnifique. Nous ne la connaissions pas. La vallée du Doubs est très belle. N'est-ce pas? Quel est ce château? Le château de Montbéliard. Il est sur son rocher depuis le XIVe siècle. C'était la résidence des comtes de Montbéliard. Aujourd'hui, comme tout bon vieux château historique, c'est un musée. Voilà, nous sommes arrivés. Vous êtes à Sochaux. Je regrette de ne pas pouvoir vous emmener plus loin, mais ça ne m'est malheureusement pas possible. Mais c'est très bien comme ça. Oui, merci beaucoup. Tenez, voilà les usines Peugeot, c'est là que je travaille. Les usines Peugeot, ça doit être intéressant. Peut-on les visiter? Je pense que oui. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Si vous voulez, rendez-vous dans une demi-heure au centre de livraison. C'est le bâtiment de briques que vous voyez là-bas. Ah, oui, oui, d'accord. Ah oui. Alors, d'accord? Entendez. Au revoir. À tout à l'heure. Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. J'ai pu obtenir l'autorisation de vous faire pénétrer dans les usines. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera. Bonjour, monsieur. 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 Eh bien, je vous laisse. Merci Bonne journée, beaucoup. messieurs. Monsieur. Merci. Si vous le voulez bien, citions tout d'abord l'endroit où nous nous trouvons. C'est dans la vallée du Doubs, entre les Vosges et le Jura, dans la trouée de Belfort, et au carrefour de la Suisse, de l'Alsace et de la Franche-Comté, que se situe exactement le groupe de production de Sochaux-Montbéliard. Dans cette région, 6 générations d'hommes ont écrit l'histoire de Peugeot depuis la fin du XVIIIe siècle. L'usine de Pont-de-Roide, fondée en 1841, lamine à froid des aciers très filés et inoxydables. L'usine de Bourguignon, 1907, se consacre au laminage à chaud de produits sidérurgiques. L'usine de Beaulieu, créée il y a un siècle, 1857, produit des cycles, des cyclomoteurs, vélomoteurs, motos et scooters. Valentinier, depuis 1843, produit des outillages et du profilage d'acier. Audincourt, construit en 1898, s'est spécialisé dans la fabrication d'appareils électroménagers et d'accessoires automobiles. Enfin, en 1912, naissait l'usine de Sochaux. En 1928, une vaste reconcentration transformait la petite usine de Montbéliard en l'une des plus grandes cités industrielles d'Europe. Depuis, c'est là que se fabriquent entièrement les automobiles Peugeot. L'agglomération ne cesse de s'agrandir. Des travaux de comblement et de terrassement permettent de gagner du terrain sur le cours de l'Allan pour construire de nouveaux ateliers. L'ensemble représente une surface couverte de 35 hectares. Avec les cités, la superficie totale est de 245 hectares. Sous les verrières, dans les ateliers, dans les bureaux, 17 000 personnes travaillent. Les centrales distribuent par jour 400 000 kWh d'électricité et en une année dévorent 75 000 tonnes de charbon, soit l'équivalence de 150 trains. Allô, allô, centrale, envoyez chaudière numéro 3 pour emboutissage. Merci. Commençons la visite par la forge. Elle représente une surface de 2 hectares et occupe 500 personnes. Sa production est de 1500 tonnes par mois. La forge fabrique pour l'usine de mécanique les pièces brutes destinées à supporter des efforts importants. Voici par exemple un lopin dont l'acier a été minutieusement contrôlé auparavant.
Chauffé au rouge, il passe sous le marteau d'estampage qui le transforme rapidement en vilebrequin. On tient compte pour tous les forgeages de l'orientation correcte des fibres de l'acier. Quelle est la force d'un tel marteau? Elle se mesure par le poids de la masse tombante qui est ici de 5500 kg. Notre vilebrequin estampé est ensuite ébarbé, ceci pour faire disparaître l'excédent de métal ayant débordé de la gravure. On obtient alors une pièce de forme précise offrant les meilleures conditions d'usinage. D'autres pièces sont fabriquées par le procédé de refoulage sur les machines automatiques qui forgent en 5 phases successives les pignons de boîte de vitesse. Là aussi, maximum de précision pour un minimum d'usinage ultérieur. Comme pour le vilebrequin, c'est par estampage que l'on forge les bielles. L'opération s'effectue en 3 phases. Un premier marteau ébauche le lopin. Un deuxième marteau le transforme en bielle. Enfin, une presse à ébarber lui donne sa forme définitive. Mais avant l'usinage, chaque pièce forgée subit plusieurs contrôles rigoureux. Les bielles, par exemple, sont testées au magnaflux, procédé magnétique permettant de déceler les criques dans le métal. Chaque bielle reconnue bonne est ensuite signée par le contrôleur. Des chariots électriques distribuent le sable nécessaire à la fabrication des moules. Ce sable, tamisé, broyé, humecté et compressé sur machine à fonctionnement continu. Ici, il s'agit du moule pour les poulies de frein obtenues par pression du sable sur une plaque modèle préalablement préparée. Le moule reçoit ensuite son couvercle avant de passer à la coulée. Pour le bloc cylindre, on place dans le moule un noyau en sable aggloméré et durci par cuisson, destiné à réserver les évidements intérieurs de la pièce. La fonte liquide est fournie par 6 cubilots, assurant une production de 11 tonnes à l'heure. Chaque coulée est sévèrement contrôlée par les tests de cassure d'éprouvettes et par des examens en laboratoire. La fonte est acheminée vers les postes de coulée dans des poches suspendues à un monorail. Vérifiée au pyromètre pour sa température, la fonte est versée finalement dans de petites poches individuelles bien équilibrées, assurant à l'ouvrier un travail aisé en toute sécurité. Après un temps déterminé pour le refroidissement du métal coulé, un vibreur débarrasse les pièces de leur moule et de leur noyau. Elles seront ensuite ébarbées, meulées et contrôlées avant de passer à l'usine de mécanique. Ne quittons pas les fonderies sans avoir vu une fabrication particulièrement intéressante. Il s'agit de la coulée par centrifugation des chemises de cylindre. La rotation du moule métallique permet dans ce cas la suppression du noyau. Dans un autre département des fonderies, voyons la coulée aluminium des pistons. Elle se fait sur une machine automatique entièrement conçue par Peugeot. Cette sorte de carrousel permet de produire combien de pistons par jour? 4000 pistons.
Ah, nous allons visiter maintenant l'usine qui occupe la plus grande surface de toute l'agglomération, 8 hectares. C'est l'usine de Mécanique Nord, 6000 personnes, 3000 machines-outils. Commençons par le premier groupe, les moteurs. Nous retrouvons le bloc cylindre sorti de la fonderie. Il va subir sur machine transfert plusieurs opérations d'usinage nécessitant le fonctionnement de 350 outils. Cette machine transfert fonctionne automatiquement? Oui, elle comporte les dispositifs pour le positionnement, le serrage et le passage d'une opération à l'autre. Entièrement conçue et réalisée dans nos ateliers d'outillage, elle permet une fabrication conforme aux gammes établies par le Bureau des méthodes, avec un minimum de manutention. 2 ouvriers seulement la conduisent. C'est formidable. Et quel est son rythme de production? Cette transfert usine 1000 cylindres par jour. En fin de chaque ligne d'usinage, un poste de contrôle vérifie les cotes par des calibres appropriés. Ici, le contrôleur utilise un micromètre pneumatique Solex. De nombreuses machines à grande production permettent une amélioration de la qualité par leur travail de grande précision. Cette machine multiple effectue l'alésage des chemises aux cotes et tolérances prévues et de plus, elle réalise automatiquement la mise en place et l'éjection des pièces. Une batterie de tours pilotes effectue l'usinage extérieur des chemises. Toutes les opérations en sont exécutées sans aucune intervention de l'ouvrier. Ces installations doivent augmenter considérablement la cadence de production. Ah, bien entendu. Elles permettent d'usiner 4000 chemises par jour. Bien que toutes les garanties soient prises pour obtenir une fabrication de qualité, chaque pièce terminée est encore contrôlée minutieusement. Les appareils à touche électrique permettent d'un seul coup d'œil d'éliminer les pièces défectueuses. Les arbres à cames n'échappent pas à cette règle. Parmi toutes les pièces composant le moteur, observons au passage quelques aspects des usinages du Vilebrequin que nous avons vu naître à la forge. Naturellement, contrôle sur un appareil à touche électrique. La précision de tous ces usinages est de quel ordre? Sur tous les organes importants comme le Vilebrequin, les bielles, les pistons, etc., le travail est de l'ordre du micron, c'est-à-dire du millième de millimètre. Muni de ses contrepoids, le Vilebrequin est équilibré statiquement et dynamiquement. Le Vilebrequin reçoit ensuite son volant équipé de la couronne de démarreur. L'ensemble obtenu aboutit directement à la chaîne de montage des moteurs, comme toutes les autres pièces composantes naturellement. La conception de cette chaîne par petits chariots individuels permet une grande aisance de travail pour les ouvriers.
Toutes les pièces usinées et contrôlées avec des tolérances dimensionnelles déterminées à l'avance peuvent par conséquent être spécialisées sans aucune opération d'ajustage et dans des conditions optimales de qualité. Quelques mètres avant la fin de la chaîne, ce contrôleur à qui rien n'échappe vérifie chaque moteur monté. Il consigne ses observations sur une fiche spéciale qui accompagnera le moteur jusqu'à la voiture à laquelle il est destiné. Il reste encore la mise en place de l'allumeur et son réglage. Et les moteurs complètement terminés, équipés de leur boîte de vitesse, passent aussitôt au banc d'essai. C'est ici que les moteurs tournent pour la première fois? Oui, ils sont essayés en 3 stades. Premier stade, c'est le rodage à vide. Le moteur est entraîné électriquement et comprime de l'air. Deuxième stade, on mesure sa puissance à des régimes différents et progressifs. Le moteur fonctionne à l'essence, comme sur la voiture. Il est freiné par la dynamo-frein. Ces essais permettent d'effectuer plusieurs autres examens et vérifications, et cela sur chaque moteur fabriqué. Quittons maintenant le domaine du bruit pour pénétrer dans celui du silence. La cabine d'écoute, c'est le 3e stade. On recherche les bruits anormaux et on règle le ralenti. Voilà, nous avons vu les phases principales de la fabrication du moteur. Passons maintenant à la boîte de vitesse. Comme pour les blocs cylindres, les carters de boîte sont usinés sur machine transfert. Une quarantaine d'outils sont en service simultanément. Que se passe-t-il si l'un de ces outils, pour une raison quelconque, ne travaille pas normalement? En cas de malfaçon, un dispositif électronique de sécurité stoppe immédiatement toute la machine. Là, comme partout, nous retrouvons le contrôle de fin d'usinage. Le carter de surmultiplier, lui aussi, est usiné sur machine transfert. Même principe, même quantité d'outils au travail. À nouveau, contrôle par montre comparateur et micromètre pneumatique Solex. Les pièces maîtresses de la boîte, c'est-à-dire les pignons, bénéficient pour leur fabrication d'une batterie importante de machines modernes. À propos, combien y a-t-il de pignons dans une boîte de vitesse? Il y a 11 pignons d'entraînement auxquels s'ajoutent les crabeaux.
Cette fabrication requiert des machines d'une exceptionnelle précision. Mais elle serait inefficace si elle n'était utilisée par des ouvriers hautement qualifiés. La qualité de la main-d'œuvre franc-comtoise est d'ailleurs légendaire au pays de l'horlogerie. Dans cette section, les contrôles ont un rôle particulièrement important. Ils sont effectués de façon continue par des équipes de spécialistes. Toutes les pièces, sans exception, passent entre leurs mains et sur leurs appareils de contrôle. Leur jugement est très sévère et sans appel. Après avoir affronté avec succès les vigilantes épreuves du contrôle, les pignons, transportés par balancelle, continuent leur voyage vers une enclave isolée du reste de l'usine, la cabine d'appareillage. Dans cette cabine, où le silence est nécessairement de rigueur, tous les pignons sont essayés. Le terme appareillage signifie probablement que les pignons sont essayés par paire. Oui, ils sont accouplés sur un dispositif spécial qui permet de les faire tourner à grande vitesse dans les deux sens. On vérifie ainsi leur parfaite concordance. L'oreille exercée de l'ouvrier peut déceler par un bruit anormal les pignons mal assortis. Au sortir de la cabine d'appareillage, les éléments constitutifs de la boîte de vitesse rejoignent aussitôt la chaîne de montage. Toutes les pièces ainsi sélectionnées, destinées au montage d'une boîte, sont placées sur un plateau individuel. Tout au long de la chaîne, les monteurs les utilisent au fur et à mesure de leur travail. Grâce à son organisation, cette chaîne produit les 800 boîtes nécessaires à la production journalière. En milieu de chaîne, un contrôleur vérifie les montages précédents et leur bon fonctionnement. L'assemblage des carters d'embrayage et de surmultiplier est automatique. Le niveau d'huile également se fait sans intervention manuelle. Enfin, les boîtes de vitesse sont acheminées par un convoyeur vers l'étape décisive de leur fabrication, les cabines de silence. Chaque boîte complètement terminée passe par ce supercontrôle. Elle y sera essayée et écoutée en fonctionnement sur les différentes combinaisons et au régime correspondant. Un système d'amplification électronique
offre à ces essais la possibilité de mesures visuelles très précises. La boîte acceptée est signée par un poinçon et elle peut alors rejoindre la chaîne de montage moteur. Les ensembles moteur-boîte terminés et munis de leurs fiches signalétiques sont stockés en bout d'atelier. Ils sont acheminés suivant les besoins de la production par un convoyeur aérien vers l'atelier d'assemblage mécanique carrosserie que nous verrons tout à l'heure. Pour le moment, restons en mécanique et visitons rapidement le groupe des ponts arrière. Parmi les aspects intéressants de cette fabrication, remarquez la trempe de l'arbre de roue. Elle se fait à haute fréquence sur des machines qui traitent chacune 2 arbres à la fois. Le taillage des pignons planétaires et satellites est exécuté sur machine à cycle entièrement automatique. La denture de chaque pignon est taillée, ébavurée et chanfreinée à la cadence de 200 pièces à l'heure. Si l'une de ces pièces n'a pas les caractéristiques voulues, la machine la refuse purement et simplement. Voici encore l'usinage de la roue de pont qui a été coulée à la fonderie de bronze. Le taillage des filets sur vis de pont est effectué par une série de machines automatiques. Enfin, la rectification des pièces est une opération délicate demandant une grande précision. Pour cela, on utilise le matériel le plus moderne et le plus récent que l'on puisse trouver sur le marché international. Cette rectifieuse pour les filets de vis de pont effectue automatiquement toutes les phases du travail. Comme tous les contrôles que nous avons vus jusqu'ici, le contrôle métrologique est indépendant de la direction des fabrications. Il prélève au hasard et périodiquement un certain nombre de pièces et les soumet à des examens précis et rigoureux. Les machines utilisées permettent d'apprécier le micron. D'ailleurs, ce n'est là qu'un nouvel aspect du contrôle Peugeot dont nous verrons encore de nombreux exemples. Le montage du pont arrière comprend tout d'abord 2 chaînes de préparation pour les carters, puis des bancs de rodage, enfin la chaîne de montage dont la parfaite organisation permet une cadence élevée de production. De même que les moteurs, les ponts des berlines et des utilitaires, après contrôle et peinture, sont stockés, puis dirigés vers l'usine carrosserie par le convoyeur aérien selon le programme établi.
Au groupe des trains à vent se fabriquent les amortisseurs, les directions et les traverses. Ces organes essentiellement de sécurité font aussi l'objet de contrôles multiples et sévères. Ici, c'est le contrôle aux montres comparateurs de la traverse avant. Là, les fusées. Plus loin, les poulies de frein subissent l'épreuve du magnaflux qui révélera les failles possibles dans le métal. Côté usinage, l'exécution de la crémaillère est sans conteste l'une des opérations les plus remarquables. En partant d'une barre d'acier lisse, placée sur une brocheuse verticale, on obtient en une seule descente de la broche de 23 cm de large le taillage de toutes les dents de la crémaillère parfaitement achevé. C'est étonnant. En suivant toujours le même principe, les pièces convergent vers la chaîne de montage où sont assemblés les trains à vent. Le montage terminé, on procédera au réglage de la géométrie du train avant et les organes passeront ensuite à la peinture avant d'être stockés puis accrochés à leur tour au convoyeur aérien. Chaque ensemble, moteur-boîte, pont arrière et train avant, constitue une unité de montage. Les ensembles accrochés au convoyeur sur des supports numérotés se déplacent selon un rythme synchronisé avec celui des chaînes de carrosserie qu'ils vont rejoindre. Nous ne les suivrons pas jusque-là. Il nous faut auparavant voir ce qui se fait à l'emboutissage qui s'étend sur 7 hectares. 3000 personnes y conduisent 180 presses de 30 à 2000 tonnes et y effectuent les opérations d'assemblage. Nous allons voir comment cette usine dévore 35 000 mètres carrés de tôle par jour, soit 350 tonnes. La première batterie est celle des petites presses de 30 à 100 tonnes qui emboutissent, découpent, plient les nombreuses pièces utiles au montage d'une voiture. Cette presse, par exemple, à alimentation continue par ruban d'acier, sert à fabriquer des écrous encastrés. Cette autre presse, semi-automatique, débite des supports d'allumeur. La batterie de 25 presses moyennes se charge d'emboutissage tels que réservoirs, buses de chauffage, etc. Ici, comme ailleurs, la tôle utilisée a été contrôlée avant la fabrication par prélèvement d'échantillons examinés en laboratoire. Pénétrons enfin dans le domaine titanesque des grosses presses. Ces monstres dociles de 800 à 2000 tonnes effectuent une sorte de balai gigantesque par leur extraordinaire précision. 1000 tonnes s'abattent sur une feuille de tôle et il en résulte de portes. C'est prodigieux. En effet, mais le prodige vient surtout de la longue et minutieuse mise au point des outils employés. Une matrice d'aile, par exemple, nécessite plusieurs mois de fabrication et plusieurs centaines d'heures de montage et de réglage. Cette presse automatique découpe les tôles aux formes voulues pour l'emboutissage de certaines parties de la carrosserie d'une voiture.
De ces tôles ainsi préparées, cette presse de 2000 tonnes fera naître avec une apparente facilité des pavillons 403. Ces mastodontes puissants et infatigables peuvent même être disciplinés au point de travailler en chaîne continue. Ces 6 presses de 400 tonnes chacune se relaient inlassablement pour fabriquer de A à Z les panneaux intérieurs de porte en partant de la simple feuille de tôle. Sur cette chaîne, les manutentions sont assurées par bras preneurs et tapis roulants. Des contacteurs multiples occupent les 2 mains de chacun des opérateurs d'une même presse. Ils assurent ainsi la sécurité totale de manœuvre. Les chutes, réduites au minimum par une utilisation rationnelle des tôles, sont récupérées et envoyées en fonderie pour servir à la fabrication de la fonte et de l'acier. Le panneau intérieur de porte est complètement terminé. Il rejoint le panneau extérieur sur cette machine à souder par points multiples qui les assemble en une seule opération. Toutes les pièces embouties, découpées et contrôlées passent à l'atelier de tôlerie qui fabrique les caisses. Ces assemblages effectués à la chaîne nécessitent l'emploi de 690 pinces à souder différentes. Combien faut-il de pièces embouties pour composer une carrosserie complète? Eh bien, une coque est composée de 600 pièces environ et comporte 6000 points de soudure. Le travail de tôlerie commence par l'assemblage du plancher. Sur le plancher viennent ensuite se monter simultanément le plancher arrière, le tablier et les doublures d'ailes. Cet ensemble partiel ainsi obtenu est disposé sur un montage spécial qui permet de le maintenir en place avec précision. On peut alors procéder au soudage du pavillon. Desservis par un transporteur, les chaînes finition effectuent la mise en place des dernières pièces mobiles de la carrosserie. Le capot, le couvercle du coffre arrière, les portes. En fin de chaîne, les caisses achevées, dites caisses en blanc, sont minutieusement contrôlées avant d'être expédiées à l'usine de carrosserie. L'usine de carrosserie couvre une surface supérieure à 7 hectares avec un effectif de 3000 personnes. Son équipement se répartit sur les 6000 mètres de chaîne que nous allons visiter maintenant. Les caisses arrivant de l'emboutissage sont d'abord décapées dans les tunnels de dégraissage de façon à ce que la tôle soit parfaitement propre. En suivant une marche continue, les caisses entrent ensuite dans un deuxième tunnel où elles reçoivent la couche insonorisante, puis la couche d'après, appliquée par pistolage automatique.
L'apprêt est séché dans un tunnel à lampe infrarouge. À ce stade intervient un premier contrôle, permettant de relever et de faire corriger les défauts éventuels. Les caisses soigneusement essuyées au tacrag, linge imprégné de vernis absorbant les poussières, pénètrent ensuite dans les tunnels de peinture pour recevoir l'application de lacs synthétiques. Les ouvriers ne portent pas de masque protecteur? Oh non, c'est inutile. L'aération est assurée par une ventilation d'air filtré et un rideau de circulation d'eau qui élimine les vapeurs nocives. Les caisses sont séchées à l'infrarouge qui assure la cuisson de la laque à 130 degrés centigrades. Au sortir des étuves, les caisses sont contrôlées, on pourrait dire scrutées littéralement par des yeux infaillibles et des mains expertes à déceler le moindre défaut ou la moindre anomalie. C'est la dernière phase de la fabrication des caisses nues. Elles ont encore à parcourir les 600 mètres de la chaîne finition, au long de laquelle elles seront munies de tous les accessoires, insonorisés et garnis intérieurement. Les nombreux ouvriers travaillant sur cette chaîne exécutent avec une habileté surprenante les multiples opérations de l'habillage de la caisse. Le tableau de bord arrive complet sur la chaîne. Il a été préparé parallèlement sur une petite chaîne circulaire spécialement destinée à son montage. De même, l'atelier de garniture assure la préparation des tissus que l'on découpe à la scie électrique par grosses nappes, suivant des gabarits étudiés. Ce procédé permet de découper en une seule fois la quantité de tissu utile pour 50 voitures. Cet atelier dévore 1 200 000 m² de drap par an. La couture, elle aussi, a son mot à dire. Elle est organisée en chaîne pour préparer les nombreux détails de l'habillement des voitures. Eh bien, vous savez, monsieur Lebrun, nous étions loin d'imaginer, mon ami et moi, ce que pouvait être une usine d'automobile. Oui, c'est passionnant. Oh, attendez, nous n'avons pas encore terminé. Il y a bien d'autres choses intéressantes à voir. Tenez, regardez par exemple comment on monte un pare-brise. On le monte à coups de marteau? Ah non, pas exactement. C'est un maillet en caoutchouc dur que l'ouvrier utilise. Il frappe avec précision à certains endroits du pare-brise pour mettre en place le joint de caoutchouc qui entoure la glace. La technique est la même pour la lunette arrière. À quoi sert la ficelle? Elle permet de faire sortir la lèvre extérieure du joint sur l'entrée de lunette. Le joint est finalement collé. Et avec quelle dextérité? N'est-ce pas?
Continuons maintenant vers la fin de cette chaîne. Eh bien, tu viens? Pardon. Nous voici à la fin de la chaîne de garnissage. Comme à tous les stades de la fabrication, nous trouvons le contrôle. En quoi consiste-t-il exactement? Il consiste à vérifier si aucun accessoire n'a été oublié, si tous les serrages sont corrects, si les portes fonctionnent normalement. Cette contrôleuse connaît par cœur toutes les pièces constituant le garnissage d'une carrosserie. Rien ne doit lui échapper. Et la caisse terminée est prête à rejoindre les ensembles mécaniques que nous avions quittés au transporteur aérien. Ils arrivent à la dernière étape, celle du montage final. Au fur et à mesure de leur arrivée, les organes mécaniques sont engagés et positionnés les premiers sur les 2 chaînes de montage longues de 200 mètres chacune. Les caisses sont descendues avec précaution par un palon électrique sur les ensembles mécaniques correspondants. C'est là le point de jonction de la carrosserie avec la mécanique et où la voiture prend sa forme complète. Toutes les 45 secondes, une nouvelle caisse arrive sur les chaînes. Il est intéressant de remarquer avec quelle précision elle y est déposée. Je vois que des ouvriers travaillent aussi sous les voitures. Oui, pour fixer définitivement les organes mécaniques à la caisse. Ainsi, à chaque poste de la chaîne, les ouvriers exécutent une opération définitive, soignée, et font naître progressivement sous nos yeux le résultat de la somme énorme d'études, de moyens et de travail que représente une voiture. Dernier geste de la fabrication, quelques litres d'essence. Un dernier coup d'œil. Un doigt presse un bouton. Et la voiture complètement achevée devient enfin une automobile.
vois que sur cette piste d'essai, tous les types de mauvaises routes sont reproduits. Oui. Ils nous permettent de contrôler les qualités mécaniques et de confort de chaque voiture sortie de chaîne. Merci bien. Merci, monsieur. Après les épreuves de la piste, la voiture passe sur le banc à rouleau où l'on vérifie son freinage. Il faut songer aussi aux intempéries. C'est pourquoi les voitures passent sous une douche diluvienne. Cette pluie artificielle arrose copieusement chaque voiture, ce qui permet de contrôler la bonne étanchéité des habitacles. Elle sert en même temps de toilette finale. Enfin, ultime contrôle à l'usine avant de les confier aux services commerciaux. Les voitures passent au contrôle sécurité. Systématiquement, des spécialistes de ce genre de travail vérifient tous les points de sécurité. Train avant, direction, circuit de frein, etc. Les résultats de l'examen sont consignés sur une feuille spéciale. En outre, le contrôle qualité prélève chaque jour plusieurs voitures pour les essayer sur route. Chaque semaine, après 500 km de parcours, l'une d'elles est complètement démontée et examinée par une commission technique. La plupart de la production est acheminée par voie ferrée sur wagons spéciaux à étages. 50 voitures par jour sont expédiées sous forme d'éléments détachés aux usines d'assemblage d'Afrique du Sud, d'Australie, de Belgique et d'Irlande. Le trafic ferroviaire à l'intérieur de l'usine utilise 25 km de voies et emploie 200 wagons. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la visite. Laissons les voitures aller vers leur destin. Monsieur Lebrun, nous n'oublierons jamais cette journée passée à Sochaux. Oui, nous ne savons comment vous remercier. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Je suis là pour ça. Au revoir, Au revoir, messieurs. monsieur Lebrun. Bonnes vacances et peut-être à Merci. bientôt.